Bonjour, alors dans ce nouveau chapitre, nous allons revoir les lois de l'électromagnétisme statique, c'est-à-dire les lois concernant le champ électrique et le champ magnétique indépendamment, parce que pour l'instant, ils sont, comme on le verra plus tard, découplés. Donc on va revoir ces lois, mais d'un point de vue local, c'est-à-dire non pas sur toute une zone de l'espace, mais uniquement autour des points considérés. Alors pour ça, on va introduire des opérateurs, deux nouveaux opérateurs et même encore euh, des opérateurs du second ordre. Alors rappelons donc que on a appris à exprimer, à calculer le champ électrique et le champ magnétique à partir de leur source. Donc pour le champ électrique, c'est uniquement des charges électriques fixes, et pour le champ magnétique, ce sont des charges électriques en mouvement, et pour l'instant on a vu en mouvement, disons, uniforme. Donc ce sont les lois de Coulomb et de Biot et Savart. Puis, pour chacun de ces deux champs vectoriels, on a étudié deux de leurs propriétés qui sont les propriétés de flux et de circulation. Et on a pu voir que pour chacun des champs, eh bien, soit le flux, soit la circulation, avec ces propriétés, eh bien, on était capable de retrouver les expressions de ces champs dans des cas où les sources sont suffisamment symétriques. Donc ça, ce sont les théorèmes de Gauss et d'Ampère. Donc l'idée ici, c'est de transformer ces théorèmes de Gauss et d'Ampère, mais également les deux autres propriétés pour chacun des champs, donc par exemple pour le champ électrique la circulation et pour le champ magnétique le flux à travers une surface fermée. Donc on va transformer ces lois d'un point de vue local, donc avec une écriture locale qui va utiliser des opérateurs. Alors, on connaît déjà une écriture locale, c'est la relation entre le champ électrique et son potentiel V. Donc E, c'est l'opposé du gradient de V. Donc cette relation, on a vu, elle est liée à la circulation du champ électrique. Mais cette circulation, elle est sur un chemin qui est quelconque. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la circulation sur un contour fermé, et à ce moment-là, ça va introduire un nouvel opérateur qui s'appelle le rotationnel. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'écriture locale de ces lois? Eh bien c'est parce que le but ultime de l'électromagnétisme, c'est étudier les ondes électromagnétiques. Or, les ondes électromagnétiques se propagent de proche en proche. Donc à partir d'un point, ensuite autour de ce point, puis autour du nouveau point, etc., etc. Donc on a besoin, pour étudier comment se propagent les ondes, de connaître comment s'écrivent les lois euh, autour d'un point, et donc regarder pas à pas comment se propage l'onde. Alors, premier opérateur qu'on va introduire, qui est lié à l'opération de flux, c'est l'opérateur divergence. Donc, on va d'abord l'introduire, et puis ensuite, on va voir donc comment on l'applique au champ électrique et au champ magnétique. Alors, rappelons, comme on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, que le flux, c'est donc une opération qui est sur un champ vectoriel, et ce champ vectoriel, on va regarder comment il se comporte sur une surface. Donc le flux, son opération mathématique, c'est en chaque point M de la surface considérée, on fait le produit scalaire du champ vectoriel par le vecteur surface élémentaire autour du point M. Voilà, donc le résultat, en gros, on peut dire que qualitativement, c'est la quantité du champ qui traverse algébriquement une surface. Si la surface est fermée, donc la définition reste la même, mais à ce moment-là, la surface fermée définit un volume intérieur. Et donc à ce moment-là, le flux à travers cette surface fermée, on peut considérer que c'est la quantité du champ qui sort du volume à travers la surface S qui entoure ce volume. Alors pourquoi qui sort? Eh bien c'est parce que je vous rappelle que par convention, les vecteurs ds sont toujours orientés de l'intérieur vers l'extérieur à partir du moment où la surface considérée est fermée. Enfin, si on considère une surface fermée et qu'il entre autant de champ qu'il en sort par un autre bout de la surface, et bien à ce moment-là, le flux qui va être la somme de tous les flux à travers chacune des surfaces composant la surface fermée, et bien ce flux total sera nul. Alors ça va être important pour la suite. Donc la divergence est liée au flux à travers une surface fermée, mais on va prendre une surface fermée un petit peu particulière. Donc prenons un point M de l'espace, absolument quelconque, et donc on va entourer ce point M
par une surface, mais la plus petite surface possible. Donc en fait, autour du point M, on va définir un volume élémentaire des taux, et donc ce volume élémentaire, il est, comment dire, il a comme surface la surface ds totale, ce que j'appelle ds totale, et donc qui ici, en coordonnées cartésiennes, est composée de 6 surfaces élémentaires qui vont de ds1 à ds6. Alors on aurait pu prendre les autres systèmes de coordonnées, mais bon, par simplicité, on a pris les coordonnées cartésiennes. Et donc par définition, la divergence du champ vectoriel que j'appelle A au point M, eh bien c'est en fait le flux qui va traverser la surface autour de M ramené au volume des taux. Donc en fait c'est un flux volumique. C'est le flux à travers ds total sur le volume. Alors pourquoi c'est pas simplement le flux et que c'est plutôt le flux volumique? C'est en fait pour avoir une définition dite intrinsèque, c'est-à-dire la divergence aura la même valeur qu'on prenne un cube ou qu'on prenne une autre forme de volume des taux. Donc la divergence, il faut garder en mémoire que c'est en gros le flux à travers la surface élémentaire qui entoure tout point M. Et donc on peut regarder qualitativement déjà si a priori ce flux va être positif, nul ou négatif. Donc dans l'exemple que j'ai pris ici, j'ai un champ vectoriel A qui globalement va vers la droite, mais qui en dessous du point M est horizontal, alors qu'au-dessus du point M va être horizontal, mais avec également une composante verticale vers le haut. Donc autrement dit, ici, au niveau de ds4, il n'y a aucun champ qui rentre ou qui sort du volume. Donc ici, le flux est nul sur ds4, alors que sur ds3, eh bien là, on va avoir un flux qui va être positif, parce qu'on voit bien que le produit scalaire de ds3 avec A va être positif. Donc a priori, le flux total, donc si je regarde la même chose sur les 6 faces, eh bien a priori, le flux total devrait être positif. Donc, la divergence au niveau de ce point M doit être positive. Alors, prenons des exemples d'application très simples. Ici, j'ai pris quelques champs vectoriels, mais uniquement à 2 dimensions. Donc il faut imaginer qu'ici, il y a la coordonnée z qui est perpendiculaire, et donc en quelque sorte, on a une vue de dessus. Ce qui fait que autour du point M, eh bien, le volume des taux, ici c'est un rectangle, mais en réalité, il faut imaginer qu'on a un cube. Et donc on va supposer qu'on a invariance selon z du champ, c'est-à-dire on a la même chose qui est dessinée ici, quelle que soit l'altitude. Et donc on va se demander si la divergence au point M de ces 4 champs vectoriels, elle est négative, positive ou nulle. Ensuite, la divergence s'exprimant dans chacun des repères, les expressions sont données dans le formulaire, eh bien on va essayer de vérifier si ce qu'on voit qualitativement est vrai. Donc pour cela, en fait, on va essayer de trouver quelle est l'expression du champ qui correspond à chacun des 4 champs ici, et puis on va exprimer la divergence avec les dérivées partielles. Alors, ça serait bien que vous essayiez de le faire par vous-même, donc n'hésitez pas à faire pause pour la vidéo, et vous essayez de le faire, et puis vous voyez si le résultat est le bon. Ou alors, vous regardez ce qui se passe pour le premier pour comprendre exactement comment on fait, et puis ensuite vous essayez de le faire tout seul pour les 3 d'après. Alors allons-y. Donc pour le premier champ, ici on voit que sur cette surface et sur cette surface, il n'y a rien qui rentre, donc on peut oublier. Sur cette surface-là, on a du champ qui entre. Donc ici, on a un flux qui est négatif, puisque ça entre. Ici, sur cette surface, on a exactement le même champ qu'ici, mais ce coup-ci, il sort. Donc on a un flux qui est positif. Flux négatif, flux positif, on a le même champ, donc a priori, en valeur absolue, le flux est le même ici qu'ici. Donc, quand on fait la somme de tous les flux sur toutes les surfaces ici qui entourent le point M, eh bien, on a la même chose ici en négatif, la même chose ici en positif, donc la somme va être nulle. Donc, a priori, la divergence de ce champ en ce point M est nulle. Donc on voit le champ ne diverge absolument pas, il est uniforme. Alors vérifions-le. Essayons de trouver quelle est l'expression qui correspond à ce champ. Donc ce champ, on voit, il est toujours dirigé
vers la droite, donc il est toujours dirigé dans la direction X, et il est constant. Donc, a priori, le bon champ, c'est le champ E1. Alors, calculons la divergence de E1. Alors, rappelons qu'en coordonnées cartésiennes, la divergence, c'est la somme des dérivées partielles de chaque composante. Donc ici, pour E1, eh bien, il n'y a que une composante EX, et cette composante EX, elle est constante. Il n'y a pas de composante Y, pas de composante Z. Ensuite, donc, la dérivée partielle de la composante selon X, qui est ici une constante, bah, la dérivée d'une constante, ça vaut 0. Donc, on retrouve bien ce qu'on avait vu intuitivement, qui est que la divergence de ce champ est nulle au niveau du point M. Alors, continuons pour les 3 autres. Donc ici, on voit que, il est où mon stylo, on voit que sur ce côté-là et sur celui-là, le champ est tangent, donc il n'y a rien qui sort ou qui rentre par ces surfaces. Donc il y a simplement quelque chose qui se passe au niveau de ces surfaces-là. Mais on voit à nouveau que ce qui va sortir ou rentrer ici, c'est la même chose, mais avec un signe opposé que ce qui se passe ici. Donc à nouveau, là, a priori, la divergence devrait être nulle. Alors une petite remarque que je n'ai pas encore faite, c'est que la divergence, c'est un flux, donc le résultat de la divergence, c'est un nombre. Donc ici, il n'y a pas de flèche. La divergence du champ vectoriel E est un nombre. Alors vérifions-le. Donc déjà, il faut trouver quel champ correspond à cette situation. Donc ici, le champ, il est, quel que soit le point considéré, uniquement selon Y. Donc ça pourrait être celui-là, ça peut pas être celui-là, ça peut pas être celui-là, ça pourrait être celui-là. Ici, il n'est plus constant, le champ, donc ça peut pas être celui-là. Alors c'est peut-être celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le champ est toujours selon EY, qu'il y a invariance selon Y. Donc en effet, si je pars de là, par exemple, quel que soit Y, le champ vaut la même chose. Par contre, si je change X, le champ varie. Donc ça veut dire que le champ dépend de la variable X. Donc là, c'est très important, il faut vraiment que vous réussissiez à comprendre ça. Le champ est dirigé dans la direction EY, mais par contre, il dépend de la variable X alors qu'il ne dépend pas de la variable Y. Donc c'est celui-ci. C'est E5. Alors calculons la divergence de E5. Alors E5, il a uniquement une composante EY. Donc il n'a pas de composante selon X. Il n'a pas de composante selon Z. Et sa composante selon EY, on ne connaît pas son expression, mais en tout cas, c'est une composante qui dépend de X. Ça ne dépend pas de Y. Donc lorsque je fais la dérivée partielle de cette composante qui n'est qu'une fonction de X par rapport à Y, eh bien ça vaut 0. Donc c'est bien ce qu'on avait anticipé. Pour le troisième, donc à nouveau ce qui se passe ici et ici, il n'y a pas de flux, il n'y a rien qui rentre ou qui sort. Ici, il y a une quantité qui rentre, une petite quantité, donc un flux négatif. Et par contre, ici, on a une plus grande quantité qui sort. Donc a priori, on a une divergence qui n'est pas nulle et qui ici est positive. Alors vérifions-le. Donc ici, le bon champ, c'est un champ qui est selon EX et qui, cette fois-ci, dépend, enfin qui, à nouveau, pardon, dépend de X et qui ne dépend pas de Y. Il y a invariance selon Y. Donc il faut trouver le champ qui est selon EX et qui dépend de X. C'est celui-ci, c'est E3. Alors on dit divergence de E3. E3 n'a qu'une composante selon X, et cette composante selon X est une fonction de X. Donc si c'est une fonction de X, eh bien la dérivée partielle n'est pas nulle. De plus, on peut remarquer que le champ augmente avec X. Donc c'est-à-dire que c'est une fonction qui est croissante avec X. Donc, ça veut dire que la dérivée partielle, elle est positive. Donc c'est bien ce qu'on avait prévu. Enfin, le dernier qui est un petit peu plus compliqué.
Donc, ce qui se passe au niveau de cette surface, là, on voit que c'est exactement la même chose que ce qui se passe sur cette surface-là, mais toujours avec un signe opposé. Donc ici, le flux ici va se compenser avec le flux qui est ici. Par contre, au niveau de cette surface et au niveau de cette surface, ce n'est pas la même chose. Sur les deux surfaces, on a du champ qui sort, donc ça ne va pas se compenser, et au contraire, vu que partout ça sort, eh bien, on devrait avoir une divergence qui est à nouveau positive. Alors il faut trouver quel est le bon champ. Donc ici, on a un champ qui ne dépend pas de x, puisqu'on voit que partout, quel que soit x, le champ est le même à partir du moment où on fixe y. Donc c'est un champ qui ne dépend que de y, de la variable y. Et on remarque que la composante selon x, donc la quantité de chaque vecteur selon x, c'est toujours la même. Donc autrement dit, il faut chercher un vecteur qui a une composante selon x qui est une constante, et qui a une composante selon y qui varie, mais qui ne dépend que de la variable y. Donc c'est le champ E9. Celui-là n'était pas facile. Alors allons-y, calculons la divergence. Donc il y a une composante selon x, mais qui est une constante. Et il y a une composante selon y qui dépend, on a dit, qui dépend de y. Et pas de composante selon z. Donc ça vaut 0. Et ici, vu que c'est croissant en même temps que y, eh bien ça veut dire que la dérivée est positive. Donc on a bien une divergence qui est positive, qui est non nulle et qui est positive. Voilà donc pour ces petits exemples d'application.